Donc Vanessa, je vais te laisser entamer ta présentation. Le micro fonctionne. Oui, vas-y. Fonctionne. Parfait. Et donc, tu vas nous présenter, tu vas nous faire une session de live coding sur la création d'un jeu, le fameux jeu, le célèbre jeu Shifumi. Donc voilà, la parole est à toi. Merci. Vous m'entendez bien là? Ok. Vu que je vais taper à l'écran et parler en même temps, c'est bon. Taper à l'ordinateur, je vais pas taper sur l'écran. Alors, donc aujourd'hui, on va faire un live coding. On va créer un jeu Shifumi avec l'outil de développement. Alors, on va revenir sur la nomenclature, no-code, low-code. En tout cas, il s'appelle Flutterflow, cet outil. Hop, je fais ça. Ok. Pour me présenter en 2 mots, je m'appelle Vanessa Delage. Donc moi, à la base, je suis développeuse et développeuse mobile Flutter. Et je me suis orientée vers le développement avec le low-code et particulièrement l'outil Flutterflow. Et donc, je partage mon activité entre la création d'applications mobiles, donc avec Flutterflow, avec mon entreprise, à Intersect, et du contenu gratuit, des formations et des accompagnements et consultations sur l'outil Flutterflow, donc auprès de développeurs ou d'entreprises. Alors, pour présenter en quelques mots Flutterflow, on va parler un peu de nomenclature. C'est quoi le no-code, le low-code? Alors, par définition, on dit no-code quand on a vraiment un outil qui va pas du tout nous présenter d'entrée dans le code, et un outil low-code, c'est quand on a un outil visuel de développement et qu'on peut injecter du code. Donc, ce qu'on peut faire avec Flutterflow, on a un outil qui nous permet de générer du code Flutterflow via une interface. Et la façon dont a Flutterflow aujourd'hui de se définit comme un environnement de développement visuel, donc c'est-à-dire entre le code et le low-code. Donc, c'est une sorte de super IDE, en fait, qui nous permet de générer du code Flutter. La particularité de cet outil, Flutterflow, c'est il n'y a pas de vendor locking, ça veut dire qu'on peut exporter son code en Flutter et continuer de développer avec Flutter. Hop. Alors, aujourd'hui, dans ce live coding, on va faire une petite application donc de Shifumi avec différentes étapes. On va découvrir le builder, on va intégrer un design, créer une page et créer un petit élément de jeu pour passer en revue différentes fonctionnalités et fonctionnements de Flutterflow. Et puis, on finira par un petit temps de questions-réponses. Et si on n'a pas assez de temps, vous pourrez bien sûr me poser des questions en dehors. Et à la fin, si vous voulez, vous pourrez aussi dupliquer le projet. Donc, on va commencer tout de suite avec Flutter. Alors, je vais essayer de faire un mix. Je sais que le public est assez divers. Il y a des gens qui font du dev, mais pas du dev Flutter, des gens qui font du dev Flutter, des gens qui sont pas du tout dev, qui sont designers, etc. Donc, je vais essayer de trouver un compromis pour que ce soit intéressant pour tout le monde et pas ennuyeux. L'idée, c'est aussi de découvrir comment ça fonctionne. Et on pourra bien sûr approfondir des points à la fin. Donc, le premier objectif, c'est de découvrir le builder. Alors, pour développer avec Flutterflow, on peut utiliser l'application dans le navigateur, ce qu'on va faire ici pour que ce soit plus simple, ou une application desktop avec laquelle on peut utiliser le local run, mais on ne va pas forcément travailler cet aspect aujourd'hui. Donc, là, j'ai mon dashboard avec tous mes projets que je vous ai cachés pour des raisons de confidentialité, mais admettons qu'on peut avoir plein de projets ici. Nous, on va en créer un nouveau. Alors, je peux utiliser des templates ou je peux créer d'un modèle vierge, c'est ce qu'on va faire. Je peux aussi créer des projets à partir d'une marketplace. Et ici, on va créer un projet from scratch. Donc, on va l'appeler Shifumi V2 parce qu'en fait, j'en ai déjà créé une V1 pour préparer ce live coding. Mais on va recommencer ensemble. Donc là, je crée mon projet. Ça, c'est des choses que je peux remodifier après. On va quand même les remplir. On va appeler ça mime. Ça sera application de mime. Je peux choisir un ensemble de couleurs. Et je peux aussi setup rapidement le projet avec un projet Firebase. Et là, Flutterflow fait tout pour moi, va créer le projet Firebase. C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, donc je décoche.
Et je commence la création du projet et c'est déjà terminé. Alors, on commence par un peu découvrir l'interface. Premièrement, on a une partie de l'interface qui va être toujours la même dans tout mon projet. Donc, c'est ici le menu en son entier. Donc, on a vu déjà les paramètres qu'on peut modifier ici. On ne va pas tous les revoir en revue d'un coup, on va les revoir un petit peu au fur et à mesure du live coding. Ça va toujours être le même. Et on a ici cette partie qui nous permet de lancer un premier test du projet, donc directement dans mon navigateur. Donc, je vais le faire tout de suite, parce que ça prend un peu de temps, le premier build. Donc, comme ça, on va pouvoir continuer de parler en attendant. Et j'ai ici des outils qui m'avertissent de différentes erreurs dans mon application, de choses que je pourrais améliorer ou des commentaires que je peux noter dans mon application. Comment je peux voir le code, exporter le code. Et là, c'est tout le système de branches qu'on ne va pas explorer aujourd'hui. Donc, ce qui va nous intéresser principalement, c'est 2 onglets. C'est le premier onglet qui me permet de voir toute mon architecture du projet, donc toutes mes différentes pages. Là, il y a une page qui a été créée par défaut. Et à chaque fois que je clique sur une page, j'ai un widget tree, donc une arborescence de widgets. Si vous connaissez Flutter, il y a des développeurs Flutter ici. Ouais, une grosse majorité. Donc, ça va être 5 pour vous. Donc là, je peux accéder à mon widget tree. Et à chaque fois que je clique sur un widget, c'est ce panneau de propriétés qui va être modifié et m'afficher toutes les propriétés en fonction de ce widget. Donc, sous différents onglets. Alors, l'onglet de toutes les propriétés, donc qui sont à la fois qui définissent des propriétés propres au widget ou qui surcouchent Flutter, on va le voir ensemble, et d'autres onglets qui sont aussi dynamiques propres à chaque widget, qu'on va voir ensemble au fur et à mesure. Donc, on va dire qu'on a l'onglet de menu, on a le panneau de gauche avec l'organisation de mon projet et mes pages, et on a le panneau dédié à chaque widget. Alors, ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va intégrer, donc moi j'ai un petit Figma, voilà. On va intégrer des couleurs, donc mon design system. Donc ça va être ici, où je peux définir les couleurs, je peux définir mes différentes typographies, donc qui correspondent à la nomenclature Flutter, des éléments standards du design, et je peux aussi créer des thèmes widgets. On ne va pas forcément le faire aujourd'hui, mais c'est une possibilité. Alors, les couleurs, donc j'ai ma nomenclature de couleurs et je peux modifier les couleurs ici avec un sélecteur. Donc moi, je vais aller chercher, alors je les ai déjà faites, donc elles sont dans mes récentes couleurs. Et je peux modifier chaque couleur comme ceci. Je vais enlever le dark mode pour aujourd'hui. Et pour aller plus vite, maintenant que vous avez vu cette démo, on ne va pas faire les couleurs une par une. Je vais pouvoir intégrer un design system que j'ai déjà créé dans mon équipe. Et donc tout de suite, j'ai toutes mes couleurs que j'avais déjà créées, donc y compris des custom couleurs que je peux ajouter à ces premières couleurs. Donc en les renommant, en redéfinissant la couleur. Donc pour le premier élément de widget de design, c'est très simple. On peut aussi importer des couleurs directement depuis un design Figma, depuis une photo, etc. Pour notre projet, donc c'est vrai qu'on ne l'a pas regardé en détail, donc c'est très simple, on peut jouer à en choisir donc papier, pierre, papier et stylo, et donc on va ajouter nos assets. Alors nos assets, c'est un autre onglet d'ici, et je ne l'ai pas du tout préparé. Assets Shifumi, ils sont là, ok. Donc je les ai déjà préparés, je vais toutes les intégrer en même temps. Ok, ils sont tous là, ils ne sont pas utilisés dans le projet, dont le petit warning. Donc maintenant qu'on a fait un autre setup, on va pouvoir s'amuser et créer notre première page. Donc ici, j'ai toujours mon premier widget qui encapsule mes pages, qui est un widget de type scaffold. C'est noté ici, même si on n'a pas besoin de le savoir pour développer avec Flutterflow. Et je peux définir s'il a un safe area ou pas, on va le garder ici, et effectivement le background. Et une autre barre, donc pour le moment, nous, on n'en a pas besoin de notre barre ici, donc on va garder notre widget simple. Donc j'ai mon premier écran, ouais, ça correspond à ma maquette.
et je vais insérer ma maquette. Donc, sous le premier widget que je vais utiliser pour structurer ma page, et globalement toutes mes pages, ça va être un widget de type colonne. Et je vais pouvoir utiliser d'autres widgets pour intégrer en Figma. Alors, là, c'est les différents choix qui vont tourner. Donc, pour ça, je vais choisir un widget de type carrousel que je peux directement intégrer. Donc, est natif Flutterflow. Et j'ai un premier template. Donc, moi, j'ai que 3 choix. Donc là, il m'en a pré-rempli 4. Moi, je vais changer. Et ici, je vais appeler mes images. Donc là, pour ça, je me place sur mon widget. Et ici, ma colonne propriété, elle définit les propriétés donc, de l'image. Donc moi, ce que je veux changer, c'est bien sûr l'image. Donc ici, il m'a mis une image par défaut. Moi, je veux aller chercher une image dans mes assets. Et je vais choisir donc mes ciseaux noir et blanc. Et je vais définir les propriétés de mon image. Donc, je veux que l'image, elle, soit toujours apparente en entier. Donc, je vais changer le box speed. Donc, ça, derrière, c'est des propriétés Flutter que je peux changer très facilement depuis mon interface. Donc, je vais faire pareil sur les autres images. Hop, tac, hop. Et il me manquait... C'est le partage d'écran qui me bloque, je pense. Ok. Ah oui, c'est bon. C'est pas celle-là. Ok. Donc là, c'est le premier élément de ma colonne, c'est mon carrousel. Et je vais vouloir un petit peu définir la taille. Donc, en fait, quand on intègre un widget, il me donne des propriétés par défaut, donc moi, je veux changer. Ici, je veux que les images, elles, s'adaptent au carrousel principal, et c'est sur le carrousel que je vais choisir mes propriétés. Donc là, je le fais 3 fois, on verra pour le faire moins de fois. Et je vais définir les propriétés de mon carrousel ici. Donc, je vais un peu changer la taille de mes propriétés. Et là, voilà, je n'ai pas changé le box shift. Et ici, non. Et je veux lui définir qu'il va tourner automatiquement. Alors là, ça va être un peu lent. On réduit la durée. On va mettre. OK. Et donc là, j'ai lancé mon premier test. Je vais pouvoir le remettre pour qu'on voit comment apparaît notre écran. OK. Alors, le premier, il est un peu long. Est-ce que vous avez déjà utilisé Flutterflow, vous ? Aucun ? C'est une découverte ? OK. OK. OK, donc voilà, mon carrousel, il tourne bien. Il n'est pas rouge. Donc, je vais rajouter mes autres éléments. Donc, j'ai 2 textes et un autre élément qui présente ces 3 images. Donc, ils vont être les 3 boutons, en fait, de choix de l'utilisateur. Donc, je vais toutes les rajouter. Alors, j'ai 2 moyens de les rajouter. Soit je les ajoute ici, soit je vais les chercher là et je les fais directement glisser dans mon écran. Voilà, donc je peux les voir ici. Moi, je préfère faire ça ici. Donc, j'ai un texte. J'en ai 3 en tout. Donc, le premier va se mettre ici. Adversaire. Je vais changer le style. Hop, voilà. Le deuxième, c'était joueur. Donc ici, je peux définir mon texte en dur, bien sûr. Hop. Et ici, c'est donc un guette. C'était fais ton choix. Ouais, je vois que vous suivez bien. C'était ça, fais ton choix. OK. On va le mettre un petit peu plus gros. Oh. Très bien. Alors, et ensuite, il manque un autre élément finalement dans ces éléments, c'est mon élément de mes choix. Donc là, je ne vais pas utiliser un carrousel, je vais utiliser un élément de type row qui va me permettre de choisir mes 3 éléments. Donc, il va être OK. Et dans mon row,
je vais placer des images. Donc, je vais en avoir 3. Ok. Alors, pour déterminer comment je vais placer mes images, on va agrandir ça ici. Je vais pouvoir définir les propriétés de chaque widget. Et là, ce qui se passe, on va pouvoir les regarder. Ensuite, c'est que je vais définir leur place sur la colonne. Donc pour ça, je veux que ça s'adapte parce que ici, il y a un élément que je ne vous ai pas montré, c'est que je peux directement tester mon affichage en fonction des différents écrans. Donc ici, je suis sur un iPhone 13, je peux tester sur un Galaxy, sur un iPad directement ou sur un format desktop. Donc on va revenir ici, on va le grossir, voilà. Normalement, là, vous voyez bien. Donc pour que ça s'adapte, je vais définir que mon row, mes 2 rangs d'images, finalement, ils prennent autant de place. Et donc là, c'est une propriété ici que je définis dans Flutterflow. Derrière, si vous êtes développeur Flutter, vous savez que ce n'est pas une propriété, mais on va aller le voir après. Donc pour ça, j'avais défini mes images, très bien, et mon carrousel, voilà, il a une hauteur, donc normalement, elle est overrided, mais je vais la... OK. Et voilà. Donc là, toutes mes images, on ne les voit pas parce qu'elles ont des tailles définies, donc c'est pas ce que je veux aussi. Et je vais faire pareil. Je vais dire que toutes mes images, elles ont une expansion, voilà, pour qu'elles se soient toutes vues. Et ça m'embête de les faire 3 fois. Donc je vais un petit peu changer le fonctionnement. OK. Et là, j'ai pas bien écrit. Hop. Je vais pouvoir lui définir un palier. OK. Alors, là, on va pouvoir avoir 2 solutions. Soit je fais la même chose que j'ai fait, ça veut dire que chaque image, je lui donne l'image de l'asset que je veux. Ou alors, là, je vais faire pareil, mais ce qui m'embête, c'est qu'à chaque fois, je dois redéfinir les propriétés d'un élément qui est toujours le même. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir créer un composant. Un composant que je vais réutiliser. Donc, je me place sur mon image. Alors, peut-être déjà lui donner exactement ce que je veux. Voilà. OK. Très bien. Et donc là, je vais créer mon composant. Donc, je clique droit et je vais pouvoir convertir tout composant. Alors, je vais montrer. Donc, ça, c'est quoi? C'est un choix, finalement. Donc, je vais l'appeler Choice Components. Voilà. Donc, là, j'ai mon choix de composant. Et ce que je veux faire, c'est que depuis ma home page, je veux appeler mon composant et lui dire « Ok, tu vas afficher tel élément ». Alors, comment je vais faire? Je vais pouvoir découvrir un autre onglet de la forme, c'est que je vais créer une enum. Donc ici, il y a l'onglet Data Type qui permet de créer des schémas et donc des data types, des classes. Et ici, on va créer une enum choice avec différentes values. Donc, on va avoir rock, paper et ciseaux. OK. Et donc, je retourne dans mon component et je vais lui passer un paramètre. Donc ici, c'est la propriété globale de mon component. Je suis tout en haut de l'arbre et je vais pouvoir lui ajouter un paramètre de type, ça va être mon choix. Et je vais pouvoir lui ajouter un paramètre de type enum qui est tout le temps obligatoire. Alors là, moi, j'aimerais bien afficher l'image en fonction de ce choix. Le problème que je rencontre, je ne sais pas si vous avez vu à côté de toutes les propriétés que j'ai mises, c'est qu'il y a des petites icônes comme ça. À chaque fois que vous avez cette petite icône sur une propriété, ça veut dire que vous pouvez envoyer une donnée dynamique à cet élément. Et là, quand j'avais mon network, je pouvais le faire. Je pouvais envoyer un pass dynamique. Ici, je ne peux pas, aujourd'hui dans Flutterflow, envoyer un asset de façon dynamique. Alors en vrai, je pourrais le faire. Je pourrais faire une custom function avec le nom exactement. Mais on va utiliser pour aujourd'hui un fonctionnement différent. C'est qu'on va créer un autre component que ici on va appeler rock image. OK. Et comme ça, j'ai mon image ici, donc qui est toujours en
en taille infinie qui prend au-dessus. Et je vais définir que RockImage, c'est toujours mon cahier. OK. Et donc, alors, je vais même améliorer ça. Comme ça, je vais mettre mes composants ici. Et je vais faire la même chose pour les autres. Hop. Hop. En vrai, c'est pas forcément... Je le fais pas ici parce que c'est pas très intéressant de faire une dynamique des assets parce que en réalité, c'est un cas d'usage qu'on aurait très peu. Donc, paper, image. On va pas s'en préoccuper. Donc, ici, j'ai mon image. OK. OK. Très bien. OK. Donc là, du coup, en fonction de mon paramètre, je vais créer un affichage dynamique. Donc pour ça, il y a un widget qui existe nativement sur Flutter, qui est un conditional builder, donc c'est très pratique. Et comme j'ai déjà mon widget, ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer et je peux wrap mon widget dans un tas de propositions. Et moi, ce que je vais choisir, c'était pas celui-là, j'étais trop vite. C'est bien sûr le conditional builder. Il n'a pas fait. Hop. OK, il ne veut pas, c'est pas grave. Voilà. Donc, je vais faire une première possibilité. Alors, si le paramètre, il est égal à mon énumération, donc un rock, je vais lui donner mon composant que j'ai créé qui s'appelle RockImage. Je vais retourner là, je vais rajouter une autre possibilité. Et donc, c'est toujours la même chose. Hop, si mon choice, c'est un paper, je vais lui donner mon composant qui apparaît là. Et je vais faire la même chose ici. Hop. Il manquait quoi? Il manquait le ciseau. Voilà, merci. C'est bien. OK, donc là, j'ai mon choice component qui reçoit un paramètre et qui affiche en fonction de ce choix. Donc, je vais corriger du coup ma home. Ça va me permettre d'éviter la duplication des propriétés. Donc, j'enlève mes autres images et je vais les copier et je vais lui envoyer à chaque fois mon énumération. Donc, ici, un rock, ici, un paper, ici. Ouais. Du coup, mon builder, il n'aime pas trop les affichages dynamiques, mais on va le voir après. Alors, j'ajoute dans mon row, je vais mettre un petit spacing entre mes éléments aussi au début. Et on va relancer. Très bien. Donc là, j'ai mes 3 éléments qui s'affichent comme l'affichage dynamique, on ne le voyait pas vraiment dans le builder, mais par contre, quand on teste, effectivement, on le voit bien. Alors, je rétrécis pour qu'on voit. Si on va voir le code ici, ce qui est intéressant de voir... OK, je crois qu'il y avait une question. Alors, ce que vous pouvez me dire, c'est que j'aurais pu faire la même chose pour le carrousel. Et oui, dans l'idée, effectivement, il faudrait faire la même chose. Mais c'est pas très intéressant pour vous de refaire la même chose, donc on va le laisser comme ça pour le moment. Si on regarde le code, donc ici j'ai mon carrousel, donc là j'ai vraiment une duplication de mes 3 éléments. Et ici, pareil, donc là la petite propriété qu'on a mis d'expansion, en fait ça wrap dans un widget, donc c'est pas toujours une vraie propriété qui est définie. Et on voit que j'ai moins parce que je ne reduplique pas l'appel de l'asset. Je ne reduplique pas l'appel de l'asset, mais j'ai quand même une duplication qu'on va pouvoir corriger après. Voilà, j'ai ma page. Donc là, en 10 minutes, j'ai pu faire ma page. Maintenant qu'on a notre écran, donc avec le row, le carrousel, on pourrait ajouter ce système de components. Ce qu'on va vouloir faire, c'est détecter, de pouvoir louer, en fait, qu'à chaque fois que je clique sur un élément, mon choix est enregistré,
le choix de l'application est déclenché et le résultat m'est donné. C'est la suite de l'application. Donc ici, quand je joue, j'ai un écran différent en fonction de si j'ai gagné, si j'ai perdu ou si c'est match nul. Donc, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est déclencher finalement une action sur ce choix. Donc là, on a un autre onglet sur les propriétés qu'on n'avait pas encore utilisé. C'est celui-là qui nous permet de définir différentes actions. Donc avec un panel action. Donc ici, si j'ajoute une action, j'ai tout un tas d'actions qui sont prédéfinies dans Flutterflow que je peux utiliser. Et ça, c'est ce qu'on pourrait faire ici. Et c'est un peu ce qu'on va faire, mais je vais un peu complexifier les choses pour... c'est pas forcément indispensable dans ce projet, mais pour vous montrer ce qu'on peut faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais détecter le geste, en fait, le on-tap, en l'occurrence ici, dans le component. Et je vais pouvoir, par contre, définir l'action dans la page. Donc, ce que je vais faire, c'est que je définis un nouveau paramètre dans mon component et je vais l'appeler onTap. Et donc, je peux définir un paramètre d'action. Ça, c'est la première chose que je peux faire. Moi, ce que je veux en plus, c'est que ce component, il renvoie à ma page principale sur quoi j'ai tapé. Est-ce que c'est sur la pierre, est-ce que sur le papier, etc. Donc ça, je le sais dans ma page, mais je le sais aussi ici. Donc, je peux rajouter aussi un paramètre à mon action de callback. Donc, je vais les mettre ici. Bien sûr, mon action, c'est mon choix, c'est l'énum de type choice. Donc, je confirme. Et là, mon action, elle est requise. OK. Donc là, il va vouloir que je définisse, que je récupère cette action. Donc, si je retourne ici, j'ai pu lui envoyer les paramètres. Donc, ici, rock, qui fait que c'est la pierre qui est affichée. Et donc, je vais aussi définir une action. Donc déjà, moi, je voudrais vérifier, OK, est-ce qu'il définit bien, est-ce que j'arrive bien à capter cet élément. Donc, je vais faire un premier test. Je vais juste afficher une snack bar. Et donc, je vais utiliser l'affichage dynamique. Moi, je veux afficher le paramètre de mon callback ici, donc qui est mon choix. Voilà. Donc, on va pouvoir vérifier ça. Normalement, ça devrait bien se passer, mais c'est l'idée. OK. Donc là, forcément, ici, je ne l'ai pas fait. Donc, ça, je l'ai défini que ici. Il n'a pas pris en compte. Oui. Parce que, pourquoi il ne le fait pas? Parce que dans mon composant, je n'ai jamais dit d'aller chercher cette action, bien sûr. Donc, quand je clique ici, moi, je veux lui dire d'aller appeler mon callback. Là, je ne l'ai pas fait. Forcément, il ne savait pas. Donc, je peux le faire ici. Voilà, je veux exécuter mon callback, donc onTap, et je veux lui passer le choix qui est dans mes paramètres là-dessus. OK. J'ai été un peu vite, peut-être. OK, donc là, pourquoi il ne le fait pas? OnTap. OK, c'est l'effet démo. Et donc là, je capte bien mon élément et je lui affiche ça. OK, je vais mettre un stick. Alors, j'ai une erreur dans mon projet. OK. Alors, oui. En fait, je pense, là, je lui ai mis une action requise et en fait, je ne l'envoie pas ici. Donc, on va la copier. Alors, on va le faire tout de suite, finalement. Là, même si c'est une action de test, ça m'embête parce que je vais devoir la recopier plusieurs fois. Donc, pour ne pas faire ça, je peux créer ce qu'on appelle un bloc action. Et donc, je vais la copier, mon action. Et je vais la créer ici, au niveau de ma page, pas au niveau de mon application. Et donc, OK. Et donc là, je crée mon action. Donc, forcément, j'ai perdu ma valeur, puisque je ne suis pas dans le même scope.
Mais je vais pouvoir aussi, finalement, sur mon action, alors sur ma block action, elle est où? Ok. Je vais pouvoir aussi définir des paramètres sur cette action. Donc, je vais le mettre ici, c'est toujours le même paramètre. Choice, et il est requis. Ok. Et donc, ici, je peux récupérer mon action de paramètre. Ok. Et donc là, je vais faire la même chose. Je vais toujours appeler ma block action. Alors oui, on peut faire cet exemple-là. Là, je ne donne pas le paramètre du composant parce que je vais le refaire. Très bien. Là, je devrais plus avoir d'erreur. Sinon, c'est vraiment pas de bol de cet effet démon. Ok, j'ai toujours en l'air. Ok, très bien. Ok, pourquoi on va le relancer. Ah, c'était pas le bon test mode en fait que j'ai lancé. C'est pour ça, il était resté là l'onglet. C'est pas le bon. Ok, d'accord. Il fait bien. Ça arrive. Vous pouvez vous moquer, hein. On a que c'est bon. Voilà. C'est pas facile. Ok. Je suis pas passé. Alors, on va le laisser travailler du coup. On va pas l'attendre. Donc là, on va définir notre action. On va finir ça de définir notre bloc action, donc qui permet de récupérer sur chaque élément quel est l'élément déclencheur. Ok. D'accord. But. C'est bizarre. You got. C'est même ce stack un peu dans. Ok. C'est ce qu'elle se fait. Ça te fallait. Ok. Alors. En fait, le but de ton intel, En fait, il crache quand il y a une erreur, quelque chose. Normalement. Ce qui peut crasher, en fait, normalement, le build crache une erreur. Et des fois, normalement, les erreurs, elles sont affichées ici avant que ça compile. Mais c'est vrai qu'il arrive qu'il ne détecte pas une erreur, surtout quand des fois on fait des imbrications. Normalement, là, il devrait comprendre. Ok. Ah, ok. Ok. Donc, en fait, là, à un moment donné, j'ai pas envoyé la bonne erreur. Mais c'est bien, c'est cool comme démonstration. Et je pense qu'il y a un moment donné, j'ai pas envoyé le bon composant. Ok, donc là, je l'ai chez le paramètre. Ok, et là, je lui ai envoyé. Et je lui ai envoyé ici. C'est ton branche, les élèves et pas l'autre. Ouais. Où ça? Mais en fait, mon erreur, Ouais, ah, c'est peut-être là. il Ouais, là, il est au-dessus. Et là, il est au-dessous. Ok. Et donc là, cela peut-être. Title. Question. chose. Ah oui. Ok. C'est une modulateur. Action. En tout cas, c'est effectivement ici.
Ok. Ok. Bah, pourtant, je l'envoie tout, partout, en fait. Ok. Ok. Bizarre. On va les enlever, peut-être. On va voir si ça veut. Bon. Alors, ouais. Bah, nous, pour répondre aux questions, comment ça? Ouais, alors en fait, oui, ça c'est une erreur au build, en fait, qui nous est partagée. Sur la version desktop, en local run, on peut avoir un debugger plus détaillé, en fait. Mais ici, là, c'est vraiment parce que j'ai une erreur au build de l'application. Normalement, ce genre d'erreur, mais c'est vrai que ça peut arriver, ce qu'on disait avec Simon, qu'elle est affichée là, mais là, il ne l'affiche pas. Et ça, c'est plus une erreur du builder, en fait. Ouais. Ok. C'est un code générique Qui est pas très bien. C'est pas grave, on va reprendre l'autre projet que j'ai fait, en fait, c'est la même chose, on va continuer là-dessus. Ok. La V1 qui se lance. Ok. C'est dommage, ouais, j'aurais voulu faire la démo. Ok. Alors. On va lancer. Alors, ce qu'on va regarder, ouais, bah, on va quand même regarder ça parce que je vais pas vous refaire la démo sur l'autre, mais je fais la démo, on va continuer les actions après. Il y a quand même un élément de refacto que je voulais vous proposer. Donc ici, on avait vu le code. Donc ici, j'avais vraiment une duplication. Ici, j'en avais encore une un peu mieux, mais j'avais quand même une duplication. Et on peut encore améliorer ça. Donc, tous les widgets qui vont accepter des child-on, donc des widgets enfin, on peut leur envoyer donc une liste dynamique. On va faire quand on récupère des données. Et donc, ici, j'ai dupliqué mes 3 composants en leur envoyant un paramètre différent. Bien sûr, je pourrais encore améliorer ça. Donc là, je me place sur un widget robot et je vais regarder un autre onglet qui n'apparaît que sur ces widgets pour pouvoir générer de façon dynamique les enfants de ce robot. Donc, je vais me placer ici. Donc, ça va être mes choix, bien sûr. Et la liste que j'ai, c'est toujours en enum, hein. C'est toujours la même. Donc, je vais pouvoir le chercher. Et je vais prendre toutes les valeurs de mon enum. Et donc, là, je vais dire, OK, ce row, tu vas toujours me générer autant d'éléments enfants qu'il y a dans cette liste. Donc, j'ai plus besoin de mes 3 éléments dupliqués. Alors, j'aurais pu même les... j'aurais pu le dupliquer pour que vous voyez bien la différence entre les deux. Je vais le refaire. Hop. Donc, toutes mes valeurs, je compile. OK. Voilà. Donc là, j'ai plus besoin de mes 3 éléments. Et du coup, ce que je lui ai envoyé en paramètre, c'est plus un paramètre en dur, mais c'est bien sûr mon paramètre dynamique. Donc, si je me mets là, j'ai mon choice item qui apparaît. Donc, c'est l'élément que je viens de créer à partir de la liste. Donc, que je peux choisir ici et directement, je lui envoie. Voilà, alors, mon test ne va pas runner, mais on l'a fait ici.
Ici, je l'ai fait et il est déjà paramétré. OK. Et donc, ce qu'on voulait regarder, c'est le code. Donc, une fois que j'ai ces 2 éléments, donc ça, c'était ma première version où je duplique mes éléments. Là, c'est ma version où je génère mes enfants dynamiques. Donc là, mon builder, il comprend plus très bien ce qui se passe. Mais je vais quand même afficher le code. Donc, voilà. Là, mon premier row, il était ici, donc avec cette duplication. Et ici, là, j'ai éliminé toute cette duplication où il génère la liste de choice component widget automatiquement. Alors, OK, il tourne un chou, mais lui, on va pouvoir l'afficher. OK, très bien. Alors, c'est ça qu'on va faire. Il n'est pas fini. Et d'ailleurs, on va pouvoir regarder ce qu'il fait. Ah, OK. OK, bah, je sais ce que j'ai fait en fait. C'est que dans mon élément, bah, pour le corriger tout de suite, j'ai appelé l'action sur le builder et il comprend pas très bien. OK. Donc, je vais déplacer mon action. En fait, le condition builder, il doit pas prendre en compte la gesture détecteur. Hop, je vais copier mon action ici. OK. Et je vais la mettre ici aussi. Et ici aussi. OK. Donc, je retourne dans ma home page et normalement, je vais pouvoir runner. Je pense que c'était ça. Ouais, bon. OK. Donc là, OK, c'est vu pour le code. On va pouvoir supprimer ça. Hop. Et ce qu'on va vouloir faire, donc, c'est l'affichage du résultat maintenant. J'accélère un peu, mais on va vouloir afficher les résultats. Donc, ce qu'on va faire, si on reprend notre schema, c'est que on veut afficher le résultat dans une autre page et on veut... Donc, on a détecté ce qu'on tapait et on va vouloir afficher le résultat dans une autre page. Donc, je ne me trompe pas, c'est le V2 sur lequel on travaille. Est-ce qu'il est OK ? Donc, alors, il y aurait plusieurs choix, mais ce qu'on va décider de faire, finalement, c'est que... Ah, quoi ? OK, bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer notre... Ah, mais je l'ai laissé là, en fait. OK. Je l'ai détecté. OK. Donc, je reprends. Donc, on veut continuer. On a détecté, on veut afficher les écrans on veut, une fois qu'on a tapé, on sait ce qu'on a tapé, on veut générer une action random depuis par l'application, un choix random, et ensuite, on veut afficher la page de résultats. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir la logique d'affichage dans la page de résultats, et pour ça, on va lui importer des informations. Donc, on pourrait lui apporter les 2 choix, celui de l'utilisateur et celui de l'application, de l'ordinateur. Ou, et c'est ce qu'on va faire, on va créer un objet qui génère ces deux informations qui permettent de découvrir un autre aspect de Flutterflow. Donc, je vais déjà créer ma nouvelle page. Donc, je crée une nouvelle page qui va être Result Page. Voilà. Alors, pareil, je supprime la barre, on n'a pas besoin. Alors, je vais faire un affichage dynamique en fonction des résultats. Pour le moment, on va le mettre comme ça. J'avais créé mes 3 couleurs. Donc, on a vu comment créer mes 3 couleurs. Donc, les couleurs, si c'est un match nul, si c'est gagné ou si c'est perdu. Donc, je vais la définir comme ça. Et je vais mettre mes paramètres. Décidément. Je sais pas, ouais. Donc ici, ça marche bien. OK. On va quand même continuer de travailler là-dessus et puis on va voir la démo sur l'autre projet. Donc, je vais créer un data type qui est game. Et donc, je vais avoir le player one choice. Donc, c'est toujours un enum. Choice. Et je vais avoir le player two choice. Toujours en enum. OK, great.
2. OK. Et lui, c'est le... OK. Donc, j'ai mon choix. Je lui mets un par défaut. OK. Et donc, pour ça, je vais définir ce paramètre. Donc, c'est jeu. Et de type data type aussi. Hop. OK. Et je vais afficher mes 2 éléments. Donc, c'est toujours des choices. Alors, ils sont ici. Choice component. OK. Là, il n'a pas voulu me l'afficher parce qu'en fait, vous vous rappelez, dans Choice component, on lui a mis une hauteur infinie parce qu'il était encapsulé soit dans le carrousel, soit dans le row, dans notre colonne. Et ici, il ne va pas vouloir qu'on crée une faille de layout, en fait, directement. Donc, il ne va pas nous autoriser à mettre un composant directement là dans la colonne qui a une hauteur infinie à partir du moment où on ne l'a pas défini. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire un premier complet. Hop. Et on va lui ajouter ensuite en enfant donc notre composant. Donc là, on va lui afficher la variable qu'on a appelée en paramètre. Donc ça va être notre player 2 qui va être en haut. Et on va pouvoir annuler la hauteur finalement parce que nous, on va lui dire qu'il va prendre un maximum de place parce qu'il va être en duo avec... Hop, OK. Donc on va le dupliquer. Lui, ça va être le player 1. OK. Et on va pouvoir mettre tout ça dans un conteneur pour limiter la largeur. Hop. Il aura une hauteur et qui va utiliser 70%. Et on va le centrer. OK. Et en plus, on avait un texte entre les deux. 3. Hop. Voilà. Qui va être... Alors, on voit que le temps passe, on ne va pas faire le background dynamique, mais on va faire pour le texte. Donc, on se dépêche. Alors, on est à notre première action. Donc, on a dit qu'on a notre bloc action qu'on a créé. Finalement, qu'on va mettre ici rapidement. Donc, on va mettre notre action onPlay et on lui passe en paramètre notre... Alors, on va lui mettre ici, ouais. Ok, pardon, je ne l'ai pas du tout mis. On va lui ajouter l'action, c'est pas là. On va la chercher. Donc, c'est onPlay. Et on lui passe en paramètre. Donc là, on est dans notre row, donc c'est vraiment notre choice item. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, on va pouvoir finalement... Je pense que ça va corriger notre erreur. Qui est une erreur de build là. Tac. Comme ça, on va enlever les actions ici. Hop. Je voulais vous montrer les paramètres de callback, mais ça nous a perturbé. Ok. Donc, on a notre résultat page qui affiche les 2 éléments choisis. Et du coup, on veut aller à cette page. Donc, hop. Alors, on va choisir notre action. On va aller modifier notre action bloc ici. Donc là, finalement, j'ai fait 2 duplications parce que je l'ai fait en faisant un action bloc, mais finalement, j'ai refactorisé mes composants, donc c'est moins utile d'avoir mon action bloc. Donc, le snack bar, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux faire aujourd'hui, là, pour cette action, c'est avant de passer à la page, je veux créer ce game. Donc, je veux générer finalement le choix de l'ordinateur. Donc, pour générer le choix de l'ordinateur, pour ne pas utiliser une action trop complexe, je vais faire du custom code. Et directement ici, je peux accéder au custom action. Alors, je vais faire plutôt une custom function. Donc, on peut aller voir. Ici, c'est un autre onglet où on peut créer des custom functions vraiment en code Dart. Soit des widgets, soit des actions, soit des fonctions. Donc, nous, on va créer une fonction qui va nous générer un random choice. Et alors, ce qu'on pourrait faire pour avoir différents types de choix, on pourrait faire la même chose, c'est qu'on va créer une enum nouvelle qui va être les résultats.
Et donc là, rapidement, on a on a un result win, on peut perdre et on peut avoir un match nul. OK. Et donc, dans mon generate random choice, je veux qu'il me retourne un paramètre de type enum, qui va être de type result cette fois-ci, non nullable. Voilà, ma fonction elle est automatiquement générée. On va pouvoir utiliser mettre code copilote qui va me dire qu'il va il va pouvoir me générer une fonction. Alors, il marche bien, il est beaucoup plus lent. Il est beaucoup plus lent que ChatGPT, mais il va pouvoir faire une fonction, ça. OK. Donc là, j'ai ma fonction qui me réduit mon choix. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est que je peux tester ma fonction avec des tests. C'est pas ce que je voulais faire, voilà. Parce que du coup, il peut me... donc ma fonction, elle marche. OK. Alors, voilà. Là, il faut que je la compile. Et là, il me dit que j'ai une erreur. C'est parce que j'avais commencé à configurer mon action, mais je lui ai rien appelé. Donc, je vais appeler la fonction que je viens d'appeler, que je viens de créer. Alors, je l'ai peut-être pas sauvegardé. Si, OK. Donc, on était là. Ah oui, je suis dans ma fonction unplay. Donc, ah oui. Ce que je veux faire avant d'appeler ma fonction, c'est que je veux créer une data type de type game quand je vais aller sur ma page. Donc, en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux aller sur ma page de result et je veux lui envoyer un paramètre. Donc, pour créer ça, je vais créer alors, mon choix one, c'est toujours le même, c'est celui que j'ai envoyé dans mon action de paramètre. Et mon choix 2, c'est lui, et c'est pour ça que j'ai pas fait une action, c'est que j'ai fait une fonction, c'est parce que je vais l'appeler en mode fonction. C'est ici que je vais pouvoir appeler ma fonction. OK. C'est pas ça que je voulais faire parce que je me suis trompée dans ma fonction. Ma fonction, elle veut pas retourner un résultat. D'ailleurs, elle s'appelle pas comme ça. Elle retourne un choix. Hop. OK. Alors, finalement, je vais faire la même. C'est juste que je me suis trompée ici. OK. Très bien. OK. Personne m'a dit que je faisais un truc qui n'avait pas du tout le nom de la fonction. OK. Très bien. OK. Donc, je retourne ici. Donc, je suis dans mon action. Et là, pour ça qu'il m'interdit quand même de faire des erreurs. Donc, je génère mon game. Donc, j'avais dit mon player 1, c'est l'action du paramètre. Et le player 2, c'est lui que je vais générer. Donc là, effectivement, le type retourné par l'action, il est bien le type attendu. Donc, OK, c'est bon, il m'autorise à le faire. Très bien. Donc là, je vais aller sur ma page et je vais créer le jeu avec donc les deux, celui que j'ai joué et celui qui a été généré automatiquement. Avant de faire ça, pour pouvoir l'afficher clairement, donc là, je vais justement, et c'est là que je vais pouvoir créer une fonction. Moi, on pourrait faire le background color, mais on ne va pas le faire parce que ça va être un peu lent, mais c'est la même chose qu'ici. Je veux afficher un texte dynamique en fonction des résultats. Donc ça, je vais dans le petit icône affichage dynamique. Et pour cet affichage, donc là, ça sera un peu long de mettre toutes les mécaniques de jeu ici. Là, je pourrais utiliser un conditionnel ici, mais là, j'aurai quand même beaucoup de possibilités de défaites et de gains. Donc, je vais créer une custom function pour me donner le résultat. Donc, je vais aller créer une nouvelle fonction. Et là, c'est celle-là qui va me calculer le résultat à partir donc, de mes deux choix. OK. Donc, je vais aller la chercher, ma fonction, pour que ce soit plus simple parce que je l'ai copiée ici. OK.
Oui, c'est ça. Je vais passer mes 2 arguments. My choice. Donc, c'est un paramètre de type enum qui est choice. Et on va l'appeler other choice. Ok. Donc là, elle se construit automatiquement. Voilà, je ne l'ai pas fait pareil. Ah ouais, j'ai fait une erreur. Bah, c'est peut-être petit là. Vous voyez ce qui est écrit? Non. Ok, là c'est bon. Alors pareil, là je peux faire des tests sur plein de choses. Voilà, là il m'a retourné un match nul. Je pourrais vérifier si là je vais avoir perdu parce que le papier recouvre la pierre. Ok. Alors j'ai envie de l'arrêter, mais il va demander de la compiler. On va pouvoir le faire après. Donc là, ce que je voudrais, non seulement je voudrais afficher ça, mais en fonction de mon getResult, je voudrais afficher un message différent, en fait. Donc, je vais quand même aller chercher mon conditionnel builder. Et si... Alors, on va peut-être pas tout finir, on va laisser 4 minutes de questions. Et je vais pouvoir lui envoyer toutes mes datas donc, qui sont dans mes paramètres. Hop. Et... Tac. Voilà, je vais juste copier pour le faire rapidement. Et donc là, j'ai accès à mon enum, moi aussi, donc il me le trouve directement en premier parce qu'il sait que moi, je veux comparer mon getResult, il me renvoie un result, une enum result, donc il me propose directement ça en premier. Donc ok, donc si c'est ça, j'ai envie d'afficher gagner, et je vais copier ça. Hop. Si c'est différence, c'est des fils, je vais afficher perdu. Et sinon, je vais afficher match nul. Ok. Tac. Voilà. Et là, il me demande juste de compiler ma fonction que je n'avais pas fait pour aller vite, mais voilà. On va pouvoir... Alors, est-ce qu'en corrigeant ce que j'ai fait, il va le faire? Sinon, là, ici, on va pas pouvoir faire un petit truc que j'avais prévu. Mais voilà. Donc, à chaque fois, je joue, j'ai mon affichage. Alors là, j'avais pas fait le texte, mais j'avais fait le background color. Donc, ouais, pas tout faire, mais c'est exactement la même chose. Et je peux rejouer. Et donc, ce que je voulais faire avec vous, mais qu'on va pas avoir le temps, c'est que je peux aussi voir mes parties anciennes parce que j'ai pu sauvegarder mes parties dans les upstates ici. Donc, j'ai créé une variable de type liste de game. Et pour ça, j'avais juste besoin, toujours dans les actions. Alors, ça va être ici. Toujours dans les actions. Hop. Voilà, sur le onPlay. Ah non, je l'avais pas mis là. Je l'ai enregistré quelque part. Je l'ai fait, je pense. Ah oui, je l'ai fait là. On peut aussi mettre des actions au load des pages ou de widgets spécifiquement. Et donc là, voilà, on load, j'avais pu update mon upstate et je lui avais ajouté le game. Et du coup, dans mon historique page, comme on a vu pour l'euro, je peux aller chercher n'importe quelle liste. Donc là, j'avais vraiment été chercher mon app game. OK. Et on nous reste une bonne minute pour les questions quand même. Ok. Si ça vous intéresse de dupliquer le projet fonctionnel, vous pouvez m'envoyer votre mail ici et je vous l'enverrai demain, je pense. Donc, le premier projet corrigé. Voilà. Avec des petites choses en plus qu'on n'a pas vues aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce qu'on les fait après? Oui. Bonjour, du coup, ça va fort. Le code qui a été généré, est-ce qu'on peut l'exporter quand on a fait la partie sur Flutterflow? Ouais, en fait, c'est ça. Flutterflow, il n'est pas vendor locking, donc tu peux exporter tout ton code. Donc ici, là, je peux voir le code directement.
Je peux le déposer sur un repo GitHub aussi. Et effectivement, je peux download le code. Ce serait cool, ouais, du coup, d'avoir le code généré pour voir à peu près ce que ça donne. En fait, si tu veux dupliquer le projet, tu peux toi-même... Alors, je ne sais pas si c'est dans la version gratuite, mais dans ce cas-là, je vais vous l'envoyer aussi, un zip du code si vous voulez. Je suis partant, merci. Ok. Bonjour, merci pour la présentation. Une question que j'avais en particulier sur l'export de code en dehors de Flutterflow, c'était une fois qu'on a exporté son code, est-ce que vous avez de l'expérience d'avoir modifié certaines parties et comment ça se comporte à l'avenir quand vous faites évoluer le code Flutterflow et que vous exportez l'API Flutterflow, à chaque fois vous devez rapatrier les morceaux de code que vous avez modifiés manuellement sur tous les fichiers que vous avez pu modifier? En fait, si tu exportes le code Flutterflow et que tu continues de le développer en Flutter en ajoutant des choses en Flutter, tu peux pas le réintégrer dans Flutterflow. C'est pas possible. C'est ça. C'est le moment où on quitte Flutterflow, ça peut être un outil intéressant pour lancer le début de l'architecture. Mais au bout d'un moment, on arrive potentiellement à une impasse qui nous oblige à quitter Flutterflow. Ouais. Pour le moment, c'est quand même assez récent. Moi, j'ai pas trop d'exemples. C'est quand même assez récent. Et quand même, Flutterflow s'améliore en export en génération de code aussi. Donc, je trouve qu'il n'y a pas assez de recul vraiment pour le dire. C'est quand même une sécurité. Moi, ce que je vois, c'est que par exemple, pour les clients qui viennent, les gens qui veulent développer une application à MVP, une application en Flutterflow, en fait, c'est une sécurité pour eux de se dire, OK, je suis propriétaire de mon code, je vais pouvoir l'exporter, on va pouvoir travailler dessus, le faire reprendre par une équipe Flutter, parce que le projet grossit, parce que plus de budget, parce que... Voilà. Oui, en fait, le fait de quitter une plateforme, c'est intéressant de savoir si on peut la maintenir après. Donc ça, c'est vraiment important. Donc là, on a vu qu'on peut exporter, ça c'est très bien. Parfois, donc le réimport est un peu délicat, c'est sûr. Il n'existe, c'est pas possible en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est savoir est-ce qu'on peut continuer à utiliser un outil malgré le fait qu'on l'ait quitté. C'est tout à fait intéressant. Et pour ça, il faut se tourner vers des plateformes open source, par exemple, qui sont tout à fait on peut quitter la plateforme sans payer la licence et continuer à utiliser la plateforme open source, par exemple. Donc, il existe quelques plateformes open source qui peuvent le faire. Il faudra, voilà. Mais c'est ce genre le low-code permet de faire ça. Certaines plateformes ne permettent pas, mais le low-code en général permet de faire ça. Il existe des plateformes low-code qu'on peut quitter et continuer à utiliser les outils d'autoring. Ça existe. Ouais, on pourrait mettre ça dans la nomenclature pour différencier le low-code et no-code. Finalement, c'est ce vendor locking où il y a des plateformes no-code. Et c'est ça qui a fait un peu des fois la réputation du no-code, je pense, où tu étais limité en fait et tu ne pouvais pas sortir du projet et de cette entreprise privée. Voilà. J'ai une newsletter sur Flutterflow aussi, si vous voulez. Je vais clôture la conférence. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser juste après. Mais du coup, ça permet au prochain speaker de pouvoir s'installer tranquillement. Mais voilà, vous pouvez continuer à échanger avec Vanessa. Je pense qu'elle répondra à vos questions avec plaisir. Et pensez à Open Feedback, c'est important aussi. Donc n'hésitez pas à lui laisser un petit commentaire. Merci Vanessa.